Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Avant le 12 mars 2020, il y avait des signes avant-coureurs que les personnes qui étaient hébergées en CHSLD allaient vivre des moments particulièrement difficiles. Il y avait des signes avant-coureurs puisque l'ancienne ministre de la Santé l'a reconnu, même si elle n'a pas posé les gestes nécessaires. Il y avait des signes avant-coureurs puisque le directeur de la santé publique nous l'a dit, l'a mentionné, que les personnes aînées allaient être particulièrement à risque. Des signes avant-coureurs, Monsieur le Président, puisque l'INSPQ avait levé un drapeau rouge pour dire qu'on allait avoir des enjeux. Des signes avant-coureurs, puisque le rapport de la protectrice du citoyen nous dit qu'il y avait d'autres juridictions qui vivaient ce genre de scénario. Pourtant, malgré toutes ces informations, le gouvernement a préféré les ignorer et abandonner les familles à elles-mêmes. Mais il y a un deuxième abandon, Monsieur le Président. C'est quand le premier ministre se lève en cette Chambre et nous dit qu'avant le 12 mars, dans le fond, il n'a rien vu, il n'a rien su, qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ça, c'est un deuxième abandon pour les familles. Et ce double abandon a un impact réel. Est-ce que le premier ministre se rend compte de cet impact qu'il a sur les familles qui ont été touchées par cette immense hécatombe? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au mois de février, on avait une période de questions normale ici. Jamais le Parti libéral a posé de questions sur les CHSLD. Tout à coup, c'est arrivé, Monsieur le Président, la seule question, c'est en quelque part au mois de février, dans une commission parlementaire, on a dit « Qu'est-ce que vous faites pour le coronavirus? » C'est tout. Rien sur les CHSLD. Or, aujourd'hui, la chef de l'opposition officielle arrive et dit « Bien, comment ça se fait qu'en février, vous ne le saviez pas? » Monsieur le Président, New York a été surprise par la crise dans les centres de soins de longue durée. Même chose à Boston, même chose en France, même chose au Royaume-Uni, même chose en Italie. Puis là, la chef de l'opposition officielle essaie de dire comment se fait-il que le gouvernement n'a pas prévu qu'il y aurait une crise dans les CHSLD? Monsieur le Président, dès qu'on a vu qu'il y avait un problème dans les CHSLD, on a agi. Avant ça, comme beaucoup d'endroits dans le monde, on s'est surtout préoccupé de préparer les urgences de nos hôpitaux parce qu'on pensait que les citoyens viendraient engorger les urgences de nos hôpitaux. Donc, Monsieur le Président, c'est facile de dire « j'ai pas posé de questions en février 2020, mais là, j'en pose au mois de novembre 2021 ». Monsieur le Président, je pense que les Québécois sont capables de faire la part des choses. Première complémentaire, s'il vous plaît. La parole appartient à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est pas moi qui le dis. C'est le rapport de la protectrice du citoyen. Et je vais relire le paragraphe que le premier ministre devrait relire également. Au même moment, l'État de Washington aux États-Unis et la province de la Colombie-Britannique au Canada voyaient des éclosions survenir dans les milieux d'hébergement, et ce, avant que le Québec ne soit touché. Cela ne semble pas avoir influencé la stratégie du ministère dans sa préparation de la pandémie. Ce n'est pas la chef de l'opposition officielle qui le dit, c'est la protectrice du citoyen. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, prenez juste Boston et le Massachusetts. C'est un des États les plus riches au monde. Ils ont un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ils ne l'ont pas vu venir. Même chose à New York, même chose en France, même chose au Royaume-Uni, même chose en Italie. Et là, la chef de l'opposition nous dit qu'il y a un État, puis peut-être une province, où il y a eu des problèmes dans les CHSLD. Monsieur le Président, toute l'équipe qui se réunissait chaque matin, on n'a pas eu cette alerte-là. C'est facile, puis c'est... Aujourd'hui, on se dit, ben, on aurait dû agir avant. Ben oui, si on l'avait su, on l'aurait fait. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît, encore une fois, Madame la chef de l'opposition officielle, la parole. Vous savez, Monsieur le Président, là, perdre ses parents dans un événement tragique, là, je sais de quoi je parle, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et pour passer à travers le deuil de ça,
qui n'est pas facile. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. On a besoin de savoir ce qui s'est passé pour être capable de boucler la boucle. Mais pour ça, Monsieur le Président, il faut qu'on soit capable d'entendre la vérité. Et c'est ça qu'on a besoin d'avoir. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on est tous d'accord ici que de perdre ses parents, c'est terrible. Et le fait qu'on avait un réseau qui était déjà fragile, où il manquait déjà beaucoup d'employés dans les CHSLD, effectivement, il y a des aînés qui ont poursuivi les services qui auraient dû recevoir. Et on est tous mal à l'aise face à ça, Monsieur le Président. Mais on a vécu une pandémie historique. On a essayé de faire notre mieux, Monsieur le Président, puis on avait un réseau qui était déjà fragile, puis on a fait tout ce qui était possible de faire. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je vais vous lire un extrait de ce que M. Daudois, qui a perdu sa mère, dit. Il dit « C'est une farce. Il n'y a pas de consignes qui ont été envoyées avant la fin février. Et encore là, c'était des consignes assez vagues. Ils n'ont aucune excuse. » Et il rajoute « On a littéralement abandonné le sort de centaines et de centaines de personnes âgées dans tous les CHSLD. Littéralement abandonné des centaines de personnes dans tous les CHSLD. » Monsieur le Président, j'ai rien à ajouter. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai parlé avec des enfants qui ont perdu leurs parents suite à ce qui s'est passé, entre autres, dans les CHSLD. C'est terrible ce qui s'est passé dans les CHSLD. Oui, si on avait su en janvier, février, on aurait commencé à régler un problème qui était là depuis au moins une dizaine d'années. Je l'ai dit, je l'ai répété, je prends ma part du blâme. On aurait dû augmenter les salaires parce qu'on n'arrivait pas à combler les postes dans les CHSLD. Monsieur le Président, on a fait notre possible. Puis, je garde ça sur le cœur pour le reste de ma vie, ces vies qui ont été perdues dans les CHSLD. La chef de l'opposition officielle n'est pas seule. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le problème avec les réponses du premier ministre qui vient de nous donner, c'est qu'il y a encore quelqu'un dans son équipe, l'ex-ministre de la Santé, qui prétend avoir demandé à ce que les CHSLD soient préparés en janvier. Disons que c'est moins affirmatif que c'était parce qu'en même temps, elle adopte aussi la version du premier ministre qu'elle ne savait pas qu'il y aurait un enjeu avec les CHSLD jusqu'au 9 mars. À tous les jours, Monsieur le Président, sa version change, puis à tous les jours, ça s'empire. Parce que si elle ne savait pas, avant le 9 mars, il y a un sérieux enjeu. Le docteur Arruda affirmait à partir du mois de janvier qu'il savait qu'il y aurait un enjeu avec les aînés, un enjeu majeur dans les CHSLD. L'INSPQ a informé le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé, en février. Il y avait des éclosions rapportées à la télévision, à CNN, en février dans les résidences de personnes âgées dans l'Ouest. Si le directeur de la Santé publique savait, si l'INSPQ savait, pourquoi, comment la ministre de la Santé et le premier ministre, eux, ne savaient pas? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je pense que pour aider à comprendre la situation dans laquelle on était, je vais aussi citer des passages du rapport de la protectrice dans son rapport. En fait, elle dit « La réforme du système de santé de 2015 a créé des plus grandes structures sans les doter de gestionnaires en nombre suffisant. En l'occurrence, la réforme du réseau de la santé de 2015 et sa vaste restructuration ont été un coup dur pour la gestion et l'expertise en PCI dans les établissements. » Et je continue. « Phénomène souvent dénoncé, la reconfiguration du réseau de la santé et des services sociaux en 2015 n'a pas été suivie des changements requis sur le plan informatique. » Je pense, Monsieur le Président, qu'il est important, et le premier ministre le dit souvent, nous n'avions pas l'information qui était requise pour bien gérer cette pandémie-là. Et je pense qu'il est très difficile pour peut-être le Parti libéral d'accepter le tort qu'ils ont causé au réseau de la santé. La protectrice du citoyen en a fait grand état dans son rapport et je pense, Monsieur le Président, qu'il est important de le dire. Merci.
Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la semaine passée, sous serment, l'ex-ministre de la Santé, elle affirmait qu'elle avait ordonné de préparer les CHSLD en janvier. Cette semaine, elle a pris le risque pour les aînés en mars, Monsieur le Président. Mais si le ministre de la Santé veut citer la protectrice du citoyen, il n'y a pas de problème, on peut faire ça toute la journée. Il y avait des inquiétudes pour les personnes âgées en CHSLD, mais aucune action concrète et spécifique de préparation des CHSLD avant la mi-mars. La cellule de crise savait, s'inquiétait, mais n'a pas préparé les CHSLD. Ça, c'est l'abandon de sa responsabilité. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, on veut citer le protecteur du citoyen. Je vais continuer, Monsieur le Président. Dans son rapport, la protectrice du citoyen dit comment qu'il était important d'avoir un patron dans chacun des CHSLD. Et ça, on a vu que c'est quelque chose qui a été enlevé par le Parti libéral. On a voulu sauver des coûts dans les CHSLD, on a enlevé les gestionnaires. Et ce qu'elle dit, chaque CHSLD doit disposer d'une autonomie de gestion par la mise en place d'une gouvernance forte, distincte, afin de placer les personnes hébergées et leurs proches au cœur des décisions qui les concernent. Monsieur le Président, c'est exactement ce que nous avons fait. Et la protectrice a salué les efforts qu'on a faits depuis la deuxième vague. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier CHSLD où il y a eu une éclosion massive, c'est le CHSLD Héron, qui est un CHSLD privé. Le gouvernement n'a rien à voir avec le nombre de gestionnaires, mais le gouvernement a une responsabilité, par exemple, envers les CHSLD privés, c'est de les informer quand il y a des risques majeurs qui s'en viennent dans leur direction. Et l'Association des CHSLD privés dit qu'ils n'ont jamais été informés par le gouvernement. Ce n'est qu'à la deuxième semaine d'avril que les ministres ont présenté des mesures renforcées de protection dans les milieux de vie. Deuxième semaine d'avril. Le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, écoutez, Monsieur le Président, je vais continuer à citer le rapport du citoyen qui fait état aussi de l'engagement que nous avons fait des 10 000 PAB au moment où, justement, les salaires n'avaient pas été offerts. On avait coupé dans les budgets pour les CHSLD. Et ce que la protectrice du citoyen dit, vous avez fait des efforts au moment où il fallait le faire, c'est-à-dire engager plus de 10 000 personnes à l'intérieur d'un délai excessivement court. Je répète, Monsieur le Président, au moment où nous avons pris connaissance de l'information, on a tout fait pour sauver des vies, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, 14 mars 2020, le gouvernement suspend les visites des personnes hébergées en CHSLD. Une onde de choc pour les familles, une onde de choc pour les proches aidants. La protectrice, dans son rapport, rappelle que cette mesure avait été prise dans une perspective de très court terme. Mais les jours ont passé et l'interdiction est restée. À ce même moment, le bilan des morts dans les CHSLD a commencé à grimper. Page 52 de son rapport. On a sous-estimé la précieuse contribution des personnes proches aidantes. Les CHSLD ont été privés de l'aide compétente de personnes qui connaissaient leurs proches respectifs et le milieu de vie. Ça veut dire que la ministre responsable des proches aidants n'a pas été en mesure de convaincre son gouvernement de leur nécessité. Monsieur le Président, pourquoi, sur quel avis ce gouvernement a pris la décision de barrer la porte à des proches aidants et laisser mourir seuls des aînés vulnérables? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'on sait tous comment ça a été un moment difficile et que chaque décision qui était prise à l'époque était pesée pour essayer de voir quelle était la meilleure décision. Moi, je me souviens aussi de moments où on s'est rendu compte que c'était des visiteurs de parents qui allaient dans les CHSLD et qui, malheureusement, revenaient de voyage et qui avaient amené dans le CHSLD cette terrible maladie. Alors, je pense qu'il faut regarder aussi à chaque fois, au moment où ont été prises ces décisions-là, quelles étaient les recommandations de la santé publique et de nos experts, de vouloir toujours avoir en tête la protection de nos aînés. C'est ce qui a été fait avec les proches aidants à ce moment-là. Et quand on a pu voir qu'il était possible d'avoir les mesures de PCI, de protection et de contrôle des infections, il a été changé ces directives-là. Mais, Monsieur le Président, je le répète, les gens ont fait le maximum d'efforts avec l'information qu'ils avaient. Merci. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, le Dr Arruda nous a confirmé le 9 décembre 2020 qu'il n'y en avait pas d'études.
Et pendant que les proches aidants se frappaient à des portes barrées, le premier ministre, dans son point de presse quotidien, disait « On a besoin de bras dans les CHSLD ». Monsieur le Président, pourquoi ce gouvernement a attendu à la mi-avril avant d'ouvrir les portes des CHSLD aux proches aidants? Monsieur le ministre de la Santé et des Services Alors, sociaux. en complément à ma réponse, puis je pense que si on veut reprendre, puis on a fait ça une bonne partie de la semaine, puis je comprends l'opposition, je comprends de vouloir faire cette approche-là, mais je le répète, on a vu, Monsieur le Président, que la coroner Kamel a fait une approche très rigoureuse dans les personnes qu'elle interroge. Elle a même décidé, dans les dernières journées, de re-questionner, de ramener en enquête des gens qui ont déjà été interrogés à la lumière de l'information nouvelle qu'elle a reçue, Monsieur le Président. Alors moi, ce que je demanderais, je sais que c'est difficile d'attendre, mais je pense qu'il est important à tout le monde, pour tout le monde, d'attendre d'avoir l'information de la coroner. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je cherche à comprendre, que je pose des questions à la ministre des proches aidants. Et j'ai cette image forte dans ma tête du proche aidant qui envoie la main à sa mère ou à son père par la fenêtre parce que c'est le seul lien qu'on lui permet d'avoir. Une fois pour toutes et pour eux, qui de ce gouvernement a pris la décision d'interdire l'humanité des proches aidants auprès des leurs dans leurs derniers moments de vie? La ministre des proches aidants, la ministre de la Santé ou le premier ministre du Québec? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, écoutez, puis, je réagis, Monsieur le Président, avec beaucoup d'empathie aux propos de la députée. Je pense que tous les Québécois, incluant la députée, on a vécu des moments excessivement difficiles. Je me souviens aussi aller voir par la fenêtre ma mère qui est dans une RPA. On a tous vécu ça. C'est des moments excessivement difficiles. Mais je le répète, Monsieur le Président, on a écouté nos experts au moment où on avait de l'information et on a pris les meilleures décisions pour les protéger. Quand on a pu réévaluer certaines décisions, nous l'avons fait, Monsieur le Président. C'est difficile à accepter. Je sais qu'on a tous vécu des moments difficiles, mais je pense que tout le monde le comprend. Question principale, Madame la députée de Mercier. Monsieur le Président, toute la semaine, la CAQ est partie en guerre contre la transparence. Et le champion toute catégorie du manque de transparence, sans surprise, est encore une fois le ministre de l'Économie. À peine... Du gouvernement. Mais écoutez, en 12 secondes, il y a 2 fois qu'on prête des intentions dans la question de la députée de Mercier. On ne peut pas prêter des intentions, manque de transparence, c'est pas le cas, Monsieur le Président. Et je vais vous demander d'être prudent, Madame la leader du deuxième groupe. Monsieur le Président, les faits parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement sait comment montrer sa transparence. On est dans un principe de question. Je vous demande quand même d'être prudent dans les propos qui sont abordés sur ces thèmes, bien sûr. Madame la députée de Mercier, je vous demande votre collaboration. À peine revenu au Conseil des ministres, il a retrouvé ses vieilles pantoufles, géré l'argent des Québécois comme sa petite caisse personnelle. Du gouvernement. Monsieur le Président, vous voyez où ça s'enligne, là? 18 secondes, 4 fois prêter des intentions. Je vous demandais de rappeler à l'ordre la députée de Mercier. C'est pas correct, Monsieur le Président, d'agir comme ça à l'encontre d'un collègue député. Il faut se respecter entre nous, Monsieur le Président, et le ton de la question et le contenu n'est pas approprié. Écoutez, évidemment, il n'y a pas, à ce moment-ci, je ne vois pas de motifs indignes qui sont imputés. Cependant, c'est le critère de notre règlement. Cependant, je rappelle, et je vous rappelle à toutes et à tous, d'être prudent dans la façon de dire et de faire, bien sûr. Madame la députée de Mercier, continuez, mais je vous demande sincèrement votre collaboration à toutes et à tous. Donc, le ministre est revenu à ses vieilles habitudes et c'est le rapport de la vérificatrice générale qui nous l'apprend hier puisqu'il est intervenu personnellement pour aider certaines entreprises au détriment de d'autres. On ne sait pas, il y a eu combien d'entreprises qui ont reçu de l'aide publique. Ça serait le fun que, pour une fois, le ministre de l'Économie respecte nos règles ici à l'Assemblée nationale. Okay, monsieur. Ben là, non, ça, c'est pas normal. Monsieur le... Non, mais je veux dire... Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Okay? Mais je vais vous demander de me faire votre question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. On va le faire assez rapidement. 6. Non, laissez-moi terminer, Monsieur le Président. 6. La députée de Mercier... Non, s'il vous plaît. La députée de Mercier vient d'affirmer que je fais du mansplaining, alors que et elle vient de dire oui. Elle insulte les députés.
elle prête des intentions. Elle me dit, en tant que leader du gouvernement, mon rôle, Monsieur le Président, c'est de vous solliciter et de nous faire respecter pour pas que la députée de Mercier insulte les collègues ici qui ont été légitimement élus, qui se conforment aux règles de l'Assemblée nationale. Et la démonstration, Monsieur le Président, c'est que la commissaire à l'éthique était avec ça. On ne peut pas laisser passer ça. Et j'entends la députée de Mercier crier après moi pendant que je suis en train de vous parler. Et surtout, je n'accepterai jamais de me faire traiter, Monsieur le Président, de mansplaining avec tout ce qu'on fait, Monsieur le Président. Je pense que c'est très clair. C'est bien clair. Je vous rappelle qu'on ne peut laisser entendre qu'on ne respecte pas les règlements, les règles. On va entendre calmement les arguments. Je ne veux pas d'insultes de quelque côté que ce soit. Madame la députée de Mercier, je vous le dis, je vous rappelle encore une fois, l'appel à la collaboration, soyez prudente également, soyons prudents. Je ne veux pas d'insultes de quelque côté que ce soit. Et on ne peut laisser entendre qu'on ne respecte pas les règles. Madame la députée, sur la fin de votre question. Ça serait le fun que, pour une fois, il fasse preuve de transparence. Ça serait le fun que, pour une fois, il agisse comme ministre et non comme PDG. Je veux dire, c'est... Non. Je pense que dans ce cas-ci, on va se rendre, si vous voulez, au bout de la question. Madame la leader du deuxième groupe d'opposition, transparence a souvent été entendue ici, évidemment, là, bien sûr. Mais je vous demande, Madame la leader, encore une fois, qu'on ne perde pas ces précieuses secondes dans notre période de questions. C'était bien parti. Continuons comme ça. Très brièvement, Monsieur le Président, ma collègue fait référence à des rapports qui sont publics, que tout le monde ici connaît, le rapport de la commissaire à l'éthique, le rapport de la vérificatrice générale. Je vous demanderai de la laisser continuer de poser sa question. Merci. On peut certainement poser des questions sur ce type d'enjeu, mais on doit être prudent et faire attention aux règles que vous connaissez toutes et tous, que vous avez rappelées à plusieurs reprises, Monsieur le leader du gouvernement. Honnêtement, je pense qu'on peut se rendre au bout de la question. Maintenant, je veux savoir si on peut, dans les motifs imputés que l'on fait, est-ce qu'on peut dire le collègue de l'Assemblée nationale manque de transparence? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que la présidence accepte ça dans notre lexique? Est-ce que c'est permis? Parce que si c'est le cas, je veux juste qu'on soit bien renseigné, qu'on peut utiliser ça, le terme « les collègues manquent de transparence ». Je veux juste le savoir. On peut questionner, Monsieur le leader du gouvernement, ça a souvent été fait par le passé, on peut questionner, mais on ne peut pas non plus imputer le fait qu'un collègue ne respecte pas les règles. Et sur cette base, je vais vous demander de continuer, s'il vous plaît, Madame la députée de Mercier. Il vous reste peu de temps, mais on peut questionner l'enjeu. Je vous demande d'être très prudente. Est-ce que le ministre peut nous dévoiler la liste des 10 entreprises qui ont reçu l'argent qui était dans le rapport de la vérificatrice générale, mais pas seulement les 10 entreprises, toutes les entreprises qui ont reçu de l'argent pendant la pandémie pour les aides publiques? Monsieur le ministre de l'Innovation et de l'Économie, s'il vous plaît, attentif tant aux questions qu'aux réponses. Monsieur le Président, je vais essayer de calmer la récréation, mais la première chose que je dirais, c'est que j'en profiterai pour remercier le ministère de l'Économie et Investissement Québec pour comment ils ont travaillé le programme PACT et le programme POPME, où aujourd'hui, on a 13 000 entreprises qui en ont bénéficié, 1,5 milliard d'accordés, le plus bas taux de fermeture d'entreprises au Canada. On est l'État qui est le plus performant. Pour la transparence, je vais le définir à Mme la députée, c'est quoi la transparence? Dans les règles soumises par le PAP, qui est un programme du MEI qui s'appelle SR, qui est géré par Investissement Québec, tous les prêts de 25 000 $ et plus sont divulgués. Donc, ça va être plus transparent que ça. Deuxièmement, la députée a fait quelques faussetés dans ses énoncés parce qu'il n'y a eu aucun projet, aucun prêt qui a été dicté par le ministère. Tous les prêts sont passés par l'ANGé. Le code statutaire, c'est IQ régional, IQ national, le ministère. Il y a eu entre 25 et 30 projets d'aide sur 13 600 qui sont passés. Donc, on est très transparent et le processus est très rigoureux. Je vais demander, évidemment, là, il y a un terme qui a été étudié, je vais laisser aller, là, mais fausseté, c'est notions, même chose pour tout le monde. Soyez prudents encore une fois sur ces termes. Vous les connaissez toutes et tous. Madame la députée, on continue en... Il y a des entreprises dans mon comté, partout au Québec, qui ont souffert de la pandémie et qui avaient besoin d'aide. Mais elles n'en ont même pas demandé de l'aide. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas que le ministre avait un pouvoir discrétionnaire. Après que certaines entreprises aient reçu le pactole, il y en a qui ont déclaré faillite. Et après ça, quand la vérificatrice générale pose la question, on dit que c'est parce que c'est des entreprises stratégiques.
C'est ça, la définition du ministre d'être stratégique. Ça nous rappelle la question des ballons dirigeables. Je répète ma question. Est-ce que le ministre peut nous donner la liste de toutes les entreprises qui ont reçu de l'aide? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, ce serait bien que le député écoute la réponse de la première question avant de poser la deuxième. J'ai mentionné que tous les prêts en haut de 25 000 qui ont été faits par le programme PACT sont sur le site d'Investissement Québec et du MEI, où on divulgue le nom et le montant du prêt. Je ne sais pas comment appeler plus transférant. Deuxièmement, sur 14 000 prêts, 25 sont passés par le ministère. Alors, je pense qu'il faut faire attention de dire un peu n'importe quoi. Alors, ici, on a donné... La récréation n'est pas finie, là. On a donné au MRC le pouvoir de décider. On est un gouvernement qui aime décentraliser. L'efficience d'une opération, c'est d'être près du terrain. Et les gens du terrain ont fait les prêts. Attention toujours dans les propos qui sont utilisés. Je suis très attentif, vous le savez. Je vais être très vigilant, Madame la députée. Je veux avoir la liste des entreprises pour lesquelles le ministre a usé de son pouvoir discrétionnaire. C'est ça que je veux avoir, pas juste les 10, tous ceux qui ont été sur son bureau de ministre. Hier, quand les journalistes lui ont posé une question, il a dit que lui, il connaissait tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais ça qu'il nous ouvre son carnet d'adresses et qu'il nous dise quels sont ses amis PDG qui ont reçu l'argent à cause de son intervention. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je pense que je demanderais à la députée de faire ses devoirs, je sais pas me calmer, de faire ses devoirs parce que de toute évidence, elle ne comprend pas comment le système fonctionne. Voici comment il fonctionne le système. Alors, la récréation n'est pas finie, là, mais... Alors, le système fonctionne... Le système fonctionne, Monsieur le Président, c'est pas le ministre, c'est pas le ministère qui va décider on prête à A ou en B. Comment ça fonctionne? Je l'ai dit tantôt, elle ne m'a pas écouté. Le cadre normatif, les projets... On a le droit de questionner, d'éviter les propos peut-être un peu blessants. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Puis une période de questions qui fonctionne bien. Continuez, Monsieur le ministre. Je m'excuse. Alors, tous les projets sont arrivés par Investissement Québec, financement spécialisé, avec leurs recommandations. Il n'y a eu aucun projet où j'ai dit on finance ça, on dit non. Alors, le processus est très rigoureux. Question principale. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur la gestion de la pandémie et sur l'hécatombe dans les CHSLD. Le premier ministre a dit tout à l'heure qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait au printemps 2020. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas ramener à la vie les 4000 personnes qui sont décédées. Mais je lui demande aujourd'hui de faire tout ce qu'il peut, aujourd'hui, pour faire la lumière sur la situation. Les Québécois, collectivement, veulent comprendre ce qui s'est passé. On veut comprendre comment les décisions se sont prises dans la cellule de crise, comment a fonctionné la chaîne de commandement, comment est-ce qu'on a pu l'échapper à ce point au Québec dans les CHSLD. Depuis 3 jours, on entend les questions, elles sont toutes pertinentes, les réponses sont incomplètes. Il faut aller au fond des choses. On n'y arrivera pas dans le Salon Bleu. Ça prend une commission d'enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur toute l'affaire. On a aussi des commissions d'enquête qui sont en cours. Elles sont tous sectorielles. On a besoin d'une vue d'ensemble, d'un point de vue global, et le consensus est clair. Pas à travers seulement les partis d'opposition, mais également dans la société civile, chez les commentateurs publics. On ne cherche pas à trouver des coupables, on veut comprendre, on veut tirer des leçons de la crise du printemps 2020. Quand le gouvernement va-t-il se rendre compte que la seule chose à faire, c'est d'instituer une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie et la crise dans les CHSLD? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a 3 enquêtes qui sont soit en cours, soit terminées. On a eu le rapport hier de la protectrice du citoyen. Il y aura éventuellement le rapport de la coroner et il y aura éventuellement le rapport de la commissaire indépendante à la santé qui était appuyée par les 4 partis ici comme choix de personne, Mme Castonguay. Et, Monsieur le Président, ce qui est important de dire, c'est que la commissaire a tous les pouvoirs d'une enquête publique. Donc, j'essaie juste de savoir, là, quel pouvoir le Parti québécois voudrait donner de plus à Mme Castonguay. Quel pouvoir?
Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le mandat de la commissaire au bien-être est d'analyser la performance des soins de santé. Le premier ministre semble s'en satisfaire. Pas nous. Nous voulons aller plus loin. C'est la performance de la gestion de crise qui est en question actuellement et qu'il faut analyser. On veut comprendre le fonctionnement de la cellule de crise qui a mené notamment à l'hécatombe dans les CHSLD. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de faire toute la lumière sur la situation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je m'excuse de contredire le chef parlementaire du Parti québécois, mais ce qu'il mentionne, c'est déjà dans le mandat de la commissaire à la santé. Donc, je l'invite, là, peut-être qu'il pourrait le faire personnellement, rencontrer Mme Castonguay, puis de bien discuter avec elle de son mandat, de ses pouvoirs. Elle l'a dit clairement depuis le début. Elle considère qu'elle n'a pas besoin de pouvoirs additionnels. Elle a le droit de convoquer qui elle veut. Donc, Monsieur le Président, j'invite le chef parlementaire du Parti québécois à s'asseoir avec la commissaire à la santé. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il faut savoir qu'une commission d'enquête publique va beaucoup plus loin que le mandat attribué à la commissaire à la santé et au bien-être. C'est une commission qui est régie par une loi. C'est une procédure quasi-judiciaire avec des pouvoirs d'assignation, des pouvoirs autonomes, des commissaires indépendants qui ont un mandat autonome et beaucoup plus large. Et surtout, c'est un processus public, complet dans l'intérêt du public. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il d'aller là? Qu'a-t-il à cacher? Monsieur, non, s'il vous plaît, à la fin de la question, je ne l'accepterai non pas. Un mensonge caché, camouflé, qu'a-t-il là? Vous le savez, vous ne pouvez pas aller là. Alors, je viens de vous le dire et je vais vous demander de retirer cette fin-là. C'est un propos qui n'est pas permis. Je le retire. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, j'invite le chef parlementaire du Parti québécois à rencontrer Mme Castonguay. Elle l'a dit en entrevue avec Patrick Masbourian, avec Patrice Roy. Elle a dit « Nos pouvoirs d'enquête sont très larges. J'ai le pouvoir d'obliger qui que ce soit à me parler. J'ai le pouvoir de réclamer une enquête. Je pourrais même faire une enquête publique. » Elle a tous les pouvoirs. Donc, j'essaie de comprendre là où veut aller le Parti québécois, là, mais j'ai de la difficulté à le suivre. Question principale, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le Président, la crise des CHSLD et la recherche de la vérité, c'est ce qui préoccupe les Québécoises et Québécois et au premier titre les proches de celles et ceux qui sont décédés. La version du gouvernement a été pour le moins évolutive dans le temps. Ce que l'on veut ici, et elle touche à la gestion des informations et à la gestion des documents. Le ministre de la Santé et le premier ministre sont responsables de l'administration publique. On sait que un mois après le 13 mars, un mois après le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, le 14 avril, ont commencé des visites de vigie dans les CHSLD par du personnel de la santé qui remplissait manuellement des grilles de visite. Informations névralgiques quant aux conditions d'hébergement dans un contexte où des aînés décédaient. Question toute simple au ministre de la Santé. Les grilles de visite manuelles, son ministère les a-t-il en main, oui ou non? Et toutes les grilles. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je vais répondre exactement ce que j'ai répondu aux députés dans les derniers jours. On ne peut pas prendre un témoignage en particulier durant une enquête qui est en cours et s'il y a bien quelqu'un de sa formation professionnelle qui devrait savoir ça pour ne pas influencer le cours d'une enquête, c'est bien lui, Monsieur le Président. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. La commissaire, la coroner, Kamel fait un excellent travail. Elle pose des questions. Elle juge même, Monsieur le Président, basé sur des réponses qu'elle a obtenues au cours des derniers jours, de ramener des personnes pour conclure son enquête parce qu'elle a peut-être entendu des choses qu'elle voudrait préciser. Ce n'est pas mon rôle à faire ça aujourd'hui, Monsieur le Président, pendant que l'enquête est en cours. Et ça, le député devrait le savoir, de par sa formation professionnelle. Alors, Monsieur le Président, je sais que c'est difficile, mais nous, on va suivre les règles.
On a confié ce mandat-là à la coroner qui fait un excellent travail. On va continuer à avoir ses recommandations. Première complémentaire, M. le député de La Fontaine. Monsieur le Président, en passant, la coroner a fait une enquête sur 5 CHSLD, une RPA. On parle de l'ensemble du Québec. Ce que je demande au ministre, puis il dit c'est pas mon rôle de répondre à la question, Monsieur le Président, c'est le rôle du ministre. Il est responsable de l'administration publique, de l'information qui s'y passe et des documents qui en témoignent. Je lui demande oui ou non. Les grilles de visite manuelles qui ont commencé le 14 avril par des employés de la santé, est-ce qu'elles existent encore dans son ministère? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, on peut poser la question de 3 façons différentes. Monsieur le Président, je vais toujours répondre la même chose. Il y a une enquête qui est en cours sur le processus qui a été suivi. La coroner fait un travail où elle doit établir le processus qui a été suivi, voir s'il y a eu des manquements, reposer des questions. On peut me poser la question une dizaine de fois, Monsieur le Président, de différentes façons. Ma réponse est la même. Laissons la coroner faire son travail. Et après ça, lorsqu'elle aura terminé, on regardera les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de La Fontaine. Monsieur le Président, les proches, les familles éplorées ont besoin, après la vie, de la vérité. Le ministre est responsable de son ministère. Le ministre doit être capable, en cette Chambre, dans notre démocratie, on est là pour poser des questions, il est là et c'est sa responsabilité ministérielle de répondre à une simple question. Les rapports de visite manuelle qui ont été remplis par des employés du ministère de la Santé, notamment, Monsieur le Président, les rapports manuels existent-ils toujours, oui ou non? De la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, j'ai fait une liste un petit peu plus tôt cette semaine de tout ce qu'on a fait parce que ce que les Québécois s'attendent de nous, c'est qu'on gère en ce moment une pandémie qui est encore en cours, Monsieur le Président. On a un gouvernement qui est en action. On a posé une foule de gestes depuis la première vague qui a fait qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, on est dans une bien meilleure position, une des meilleures positions en Amérique du Nord face à cette pandémie-là. Je pense que c'est ça que les Québécois apprécient. Il y a une enquête qui est en cours. Laissons les gens qui sont responsables de faire l'enquête. Nous, pendant ce temps-là, on s'occupe de la pandémie, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, récemment, le gouvernement a fait une profession de foi envers les régions du Québec et s'est ouvertement engagé à soutenir leur développement. Qui dit développement des régions dit soutien au cégep des régions. Le 18 novembre dernier, un regroupement de 12 cégeps a demandé à la ministre de l'Éducation supérieure de les aider à améliorer leur attractivité. Actuellement, le gouvernement supporte à coût de centaines de millions la construction d'infrastructures pour répondre à l'augmentation d'étudiants à Montréal. Pourtant, il y a près de 9000 places disponibles dans les cégeps des régions. Ce regroupement demande l'autorisation d'offrir des programmes exclusifs afin d'attirer des étudiants. Cette demande, je l'ai aussi faite à la ministre le 27 avril dernier et elle m'a répondu, et je cite, « Il n'est pas exclu, on doit regarder les possibilités de ce côté-là. Il y a différentes alternatives. On pourrait même modifier la loi de l'enseignement collégial pour le faire. On va continuer nos travaux là-dessus. » Après 7 mois de réflexion, la ministre a-t-elle pris sa décision et va-t-elle agir? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci, Monsieur le Président. Bien, je remercie mon collègue de me poser cette question-là parce que, effectivement, quand je suis entrée en poste à l'enseignement supérieur, c'est une des premières choses que j'ai faites. J'ai rencontré le groupe des 12 cégeps en région. Et depuis ce temps-là, j'en fais une priorité de soutenir nos cégeps en région de toutes les façons possibles. Et j'ai posé quelques gestes, dont, par exemple, d'augmenter le programme de mobilité. Le programme de mobilité, Monsieur le Président, c'est vraiment de permettre à des étudiants des grands centres du Québec, là, comme Montréal, Québec, d'aller étudier dans des cégeps des régions et de leur fournir un soutien financier là, pour les dépenses là, usuelles. Et c'est un programme que j'ai rehaussé. Mais, Monsieur le Président, le rôle des cégeps des régions, dont parle mon collègue, j'y crois beaucoup. Les cégeps des régions sont là aussi à jouer un rôle très important au développement économique, au développement social des régions, et j'entends bien les soutenir là-dessus et développer davantage de programmes dans ces cégeps. J'ai demandé d'ailleurs au ministère de faire des propositions là-dessus. Première complémentaire, M. le député de Bonaventure. Monsieur le Président, en passant, on n'est pas obligé de modifier la loi sur l'enseignement collégial pour donner des exclusivités de programme. Ça existe déjà. Ça prend juste une volonté politique.
Un autre facteur d'attractivité est la qualité des infrastructures. Le regroupement demande à la ministre un financement adéquat pour améliorer la qualité des résidences, des cafétérias, ainsi que les installations sportives et culturelles. Est-ce que la ministre s'engage à faire les représentations nécessaires pour trouver les sommes pour permettre la survie des cégeps en région? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, je continue dans le sens du plan de régionalisation qu'on est en train de travailler au ministère. D'ailleurs, j'ai fait un appel à tous les cégeps du Québec, notamment ceux des grands centres, à faire des ententes avec les cégeps des régions qui sont prêts, qui sont mobilisés. Effectivement, il y a des places en région qu'on pourrait utiliser. Et évidemment, on leur a demandé, au niveau des cégeps des régions, de nous amener de l'information sur leurs besoins en infrastructure et on va l'inclure évidemment dans nos demandes pour un plan d'infrastructure dans nos cégeps, Monsieur le Président. Et dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre que nous avons, il est essentiel de faire en sorte que les cégeps des régions jouent un rôle important pour contrer la pénurie. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Bonaventure. Monsieur le Président, le premier ministre a indiqué qu'il souhaitait créer des zones d'innovation partout au Québec. Les cégeps sont des vecteurs d'innovation et des incubateurs de programmes émergents. L'entrepreneuriat pédagogique existe et permet de créer des programmes qui vont répondre aux besoins de l'économie de demain. Étant donné que la création de programmes demande des ressources, il faut permettre aux cégeps innovants d'avoir l'exclusivité des nouveaux programmes. Je répète, exclusivité des nouveaux programmes. La ministre va-t-elle être cohérente avec son gouvernement, soutenir les cégeps en région et rencontrer le regroupement qui lui a demandé de la rencontrer? Bien, Monsieur le Président, moi, je suis certainement ouverte à rencontrer à nouveau le regroupement des cégeps des régions. C'est un groupe, d'ailleurs, extrêmement dynamique. Puis je fais actuellement une tournée des régions. J'ai rencontré plusieurs d'entre eux, et je vais en rencontrer d'autres là, prochainement. Mais notamment, j'ai rencontré des cégeps de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bel exemple de dynamisme, Monsieur le Président. Il y a là un potentiel qu'il faut vraiment mettre à profit dans toutes les régions du Québec. Et, Monsieur le Président, on va s'atteler à la tâche. Et moi, j'en fais un dossier prioritaire, le développement des régions, avec la grande participation de nos cégeps des régions, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. On n'en est pas au premier épisode avec le ministre de l'Économie. On sait bien que le ministre s'est même mérité, depuis quelques années, depuis les derniers mois, une carte de membre élite auprès de la commissaire à l'éthique. Pas moins de 3 rapports de la commissaire à l'éthique ont dénoncé des manques à ce code. Cet été, à la suite de nos pressions, le premier ministre a même dû envoyer son ministre vedette dans les gradins. À peine revenu de sa subvention, on apprend que le ministre a autorisé des aides économiques à des entreprises sans perspective de rentabilité. Il faut le faire. Si le ministre de l'Économie veut se mettre à investir son argent au feeling, sans cadre, il peut proposer sa candidature au Dragon. En attendant, il est ministre ici. Est-ce qu'il peut se conformer aux règles et répondre à la vérificatrice générale? Et je vais vous demander encore une fois de faire extrêmement attention à ce qui est dit dans les propos qui sont mentionnés. On peut légitimement questionner, mais être prudent dans ce que l'on fait également et dans ce que l'on dit et les termes que l'on emploie. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je reviens au point de départ. On déclare l'état d'urgence le 13 mars, moins de 6 jours après. On a un programme costaud qui s'appelle le Pacte. Moins de 3 semaines après, on a un programme costaud qui s'appelle le POP-ME. L'opposition, à ce moment-là, incluant le député de Rosemont, faisait tout état du fait qu'il fallait être flexible parce que les entreprises du Québec étaient pour mourir. On a maintenant, après plusieurs mois, un des meilleurs bilans canadien sur la fermeture d'entreprises. Le programme a fonctionné. Le député réfère à des cas d'espèces que j'ai gérés. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai dit tantôt à sa collègue, sur 14 000 dossiers, 25 se sont ramassés à mon bureau. Et les 25, c'est Investissement Québec qui a conclu qu'il y avait des raisons stratégiques pourquoi il fallait sortir du cadre qui avait été fait en 6 jours. Dans tous les cas, ce n'est pas le ministre qui a décidé, mais plutôt Investissement Québec qui requérait une flexibilité, ce à quoi nous avons concédé, et je remercie les gens d'Investissement Québec d'avoir montré autant de flexibilité. Première complémentaire, M. le député de Rosemont.
Ça me fait rire que plaît. le ministre me cite et me cite ce que je lui ai dit, lui qui passe son temps à dire que je ne sais pas de quoi je parle. Je trouve ça cocasse. Je lui ai dit effectivement, et mes collègues aussi, on lui a dit... Excuse, j'entends... j'entends des choses ici, là. S'il vous plaît. J'entends des choses. J'ai une bonne audition. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire attention parce que ça m'entre dans l'oreille puis ça reste là. M. le député de Rosemont, poursuivez. Il dit ça à tout le monde ici qui lui pose des questions de toute façon. C'est vrai que je lui ai dit qu'il fallait être flexible, mais je lui ai même dit, puis ça a été enregistré ici dans plusieurs commissions, qu'il ne pourrait pas régler tous les cas un à un en donnant son numéro de téléphone à tous les PDG du Québec. C'est pas de même que ça marche. Alors, on dit des faussetés ici apparemment. Qu'est-ce qui répond à la vérificatrice générale? Est-ce qu'elle est dans le champ, elle aussi? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, 14 300 entreprises qui ont été aidées. Merci encore à Investissement Québec. Merci au MRC. Sur les 14 000 entreprises qu'on a aidées, 25 sont passées par le ministère de l'Économie. Nous avons réussi à donner le pouvoir aux régions. Nous sommes un gouvernement qui veut favoriser les régions. Les décisions ont été prises dans les régions sans passer par le ministère. Et encore une fois, les 25 projets qui sont passés au ministère sont venus de Investissement Québec et non pas du ministre. Je suis très satisfait de la performance du programme. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.